Alors que l'Allemagne a vu ses forces se diviser pour combattre le Commonwealth britannique en Afrique du Nord et en Grèce, et le vaste front soviétique en 1941, la Luftwaffe a constaté que même avec ses chasseurs éprouvés tels que le Messerschmitt Bf 109 et le Focke-Wulf 190, ils n'avaient tout simplement pas assez pour répondre efficacement à toutes les exigences que Hitler leur demandait. Ce dont ils avaient besoin était une nouvelle arme qui le ferait faire un bond en avant dans la technologie des chasseurs allemands, bien au-delà de ce que possédaient les Alliés. Une arme qui n'était pas seulement mortelle, mais tout simplement imparable. Ils avaient dit besoin d'une Wunderwaffen, et ils croyaient en avoir déjà une sur la planche à dessin. Le Messerschmitt, Me 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle dans le monde, avec une vitesse de niveau de 560 miles par heure, un plafond d'altitude de 37 750 pieds et un taux de montée enregistré à 3 900 pieds par minute, les Alliés n'avaient tout simplement rien de tel dans leur inventaire. Ils pouvaient percer à travers les escortes de chasseurs et semer le chaos sur les bombardiers alliés, avec ses 4 canons montés sur son nez, qui pouvaient presque scier leur chemin à travers le fuselage d'un bombardier. Mais malgré la promesse, un fait est resté indéniable tout au long de l'histoire de la guerre. Toute arme jamais déployée n'est aussi bonne que la personne qui l'utilise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner certains des meilleurs as de chasse à réaction de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les premiers as des jets. Bienvenue dans les guerres du monde. Le 11 avril 1944, l'Airprobungskommando 262 a été formé à Lechfeld pour introduire le 262 au combat. Un peu plus d'un mois plus tard, le 26 juillet, un 262 décolla pour intercepter un avion de reconnaissance Mosquito de la RAF, une cible notoirement difficile pour les chasseurs à piston de la Luftwaffe à cause de la haute vitesse et de la performance en altitude du Mosquito. Aux commandes était le lieutenant Alfred Schreiber. Le jeune Schreiber, âgé de 20 ans, venait tout juste de faire ses armes dans la Luftwaffe, pilotant le lourd et encombrant chasseur bimoteur Messerschmitt Bf 110 avant d'être réaffecté à la nouvelle unité de chasseurs à réaction. Ayant repéré le moustique du 540e escadron de la RAF, il a commencé son attaque, criblant l'avion de reconnaissance non armé de canons de 20 mm. Feu! Pendant son attaque, il a observé la trappe avant d'être éjecté du fuselage avant, frappant l'aile et la queue au passage, et a supposé que l'équipage était en train de s'éjecter. De retour à Lechfeld, il a signalé à ses supérieurs qu'il avait réalisé le premier abattage pour le 262 et a été reconnu comme tel dans la Luftwaffe à partir de ce moment. Cependant, l'histoire contesterait cela, car il s'avérerait plus tard que la trappe est tombée à cause des dommages causés par ses canons, et le Mosquito blessé a réussi à retourner à sa base en Italie, où il a effectué un atterrissage forcé. De nombreux historiens voient la perte de cet avion comme la première victoire à réaction. Cependant, avec les pilotes et toutes les informations qu'ils avaient recueillies qui ont survécu, d'autres sont en désaccord. Quelle que soit votre position sur la question, une chose que Schreiber a réussi à faire ce jour-là a été d'envoyer des ondes de choc à travers les forces aériennes alliées. Avec le récit d'un avion sans hélice, de combat, plus rapide qu'un moustique, s'est répandu comme une traînée de poudre. De nombreux pilotes alliés ont même refusé d'y croire, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés aux images de la caméra de tir du nouveau type lors de combats ultérieurs avec le 262. Schreiber a rapidement capitalisé sur sa nouvelle renommée au sein de son unité, et il a bientôt abattu 4 avions supplémentaires, portant son score au-delà du convoité seuil des 5 victoires, le minimum généralement admis pour être qualifié d'as. Ces revendications couvrent 3 Supermarine Spitfire, dont l'un était un type de reconnaissance à haute vitesse, Mark 11 opéré par les Américains. Sa 5e victime a eu lieu le 28 octobre 1944, lorsqu'il a abattu un P-30 Wheat Lightning, également configuré pour la reconnaissance, son pilote,
le second lieutenant Eugene Selza Williams, s'éjectant et étant capturé, prisonnier. Impatient de réussir et de prouver que le projet 262 portait ses fruits, Schreiber a reçu l'ordre de rendre compte personnellement au chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, qui pourrait alors relayer l'histoire du premier as à réaction du monde à Hitler lui-même. Cependant, le succès de Schreiber et de ses camarades n'était pas passé inaperçu aux yeux des Alliés, et Lichfeld s'est rapidement retrouvé l'objet d'un très lourd bombardement par les bombardiers alliés. Jusqu'à 62 262 secondes seraient détruits au sol, ainsi que la majeure partie de l'équipement de soutien complexe nécessaire pour les maintenir opérationnels. Mais les 262 ont continué à être produits, souvent dans des usines souterraines, en utilisant le travail forcé des pays que l'Allemagne occupait encore. Le 26 novembre 1944, juste 2 semaines après son 21 anniversaire, Schreiber rentrait à Lechfeld dans un 262 lorsque son train d'atterrissage a accroché le bord de l'une des nombreuses tranchées défensives creusées autour de l'aérodrome. Cela a provoqué le dérapage des jets jusqu'à leur destruction, le tuant sur le coup. Né le 25 mai 1913 à Sommerfeld, près de Leipzig, Heinrich Bahr était fasciné par l'idée de voler dès son plus jeune âge, et comme l'Allemagne était initialement interdite de posséder une force aérienne de taille importante, par le traité de Versailles a plutôt tenté de devenir une compagnie aérienne civile pilote, mais cela s'est avéré financièrement irréalisable. Il a donc rejoint la Reichswehr, les forces de défense de l'Allemagne d'après-guerre, en tant que mécanicien, jusqu'à ce qu'Hitler commence à réarmer l'Allemagne, et il a finalement été accepté comme pilote dans la Luftwaffe en 1937. Lors de l'éclatement de la guerre, au lieu de combattre en Pologne en septembre 1939, son unité, pilotant le Messerschmitt Bf 109E, un superbe chasseur en son temps, avait pour mission de patrouiller la frontière franco-allemande contre les avions britanniques et français. Le 25 septembre 1939, il a repéré un Curtiss P-38 Hawk de l'armée de l'air française et l'a engagé avec des tirs de mitrailleuse, envoyant le chasseur français en flammes et lui donnant sa première victoire en combat aérien. L'année prochaine, pendant la bataille de France, il ajoutera 2 autres Français, avions à son palmarès avant de participer à la bataille d'Angleterre, où dans les combats intenses, il a abattu 10 avions de la RAF. Cependant, il n'est pas sorti indemne, et à plus d'une occasion, il est rentré à la base avec un avion gravement endommagé. Puis, le 2 septembre 1940, il a été abattu au-dessus de la Manche, mais a été secouru et ramené à sa base, rentrant chez lui en héros. Accueil et ordre de se présenter à Hermann Göring. Cette réunion ne s'est pas bien passée. Bahr, comme beaucoup de ses camarades d'armes, était de plus en plus frustré par la façon dont se déroulait la bataille d'Angleterre, et après une remarque désinvolte à Göring, le commandant de la Luftwaffe l'a écarté de sa vue, mais n'a jamais oublié le pilote insubordonné, au grand désarroi de Bahr. Göring n'était pas le seul officier supérieur à recevoir moins de respect que prévu de la part de Bahr, dont le courage dans les airs était égalé par sa franchise au sol lorsqu'il voyait des choses qu'il considérait comme des erreurs de leadership. Néanmoins, grâce à ses compétences en tant que pilote de chasse, il a été toléré alors qu'il continuait à combattre la RAF à l'ouest. C'est sur le front de l'Est que Bahr atteindrait un statut quasi légendaire avec son nombre de victoires en volant sur le nouveau modèle Bf-109F, a augmenté de façon exponentielle. En 1942, Bahr, avec 80 victoires à son actif, faisait désormais partie des 5 meilleurs as de la chasse de la Luftwaffe. Rien que le 19 mai 1942, il a abattu 5 avions soviétiques, ce qui aurait dû faire de lui une célébrité beaucoup plus grande dans la société allemande nazie qu'il ne l'était. Mais son insubordination limite à l'égard de nombreux supérieurs, qui étaient des membres intransigeants du parti nazi, a souvent été vue comme étant mis de côté en faveur de pilotes plus politiquement acceptables, mais peut-être pas aussi réussis dans la propagande allemande. À partir de juin 1941, Bahr a ensuite été transféré au théâtre nord-africain, où les forces allemandes combattaient désormais non seulement les forces du Commonwealth britannique, mais aussi les troupes américaines nouvellement arrivées. En Afrique du Nord, il a continué à prouver son habileté encore et encore, mais c'était finalement en vain.
car Hitler avait perdu tout intérêt pour la campagne nord-africaine, se concentrant plutôt sur l'Union soviétique. Barre, comme de nombreux soldats allemands en Afrique du Nord, se sentait oublié alors qu'il manquait de plus en plus de fournitures et était repoussé par un nombre croissant de soldats alliés. Finalement, l'unité de Barre a été contrainte de se replier vers l'Europe alors que l'Afrique du Nord tombait aux mains de les Alliés, le plongeant dans une profonde dépression où il a perdu une partie de son esprit de combat. Cela a fourni à Göring une occasion de se venger des remarques précédentes de Barre et il a été sanctionné pour lâcheté face à l'ennemi. Göring a même personnellement veillé à ce qu'il soit démis de tout commandement, mais il ne pouvait pas se débarrasser complètement de lui, car l'Allemagne avait besoin de tous les pilotes qualifiés qu'elle pouvait obtenir. Bientôt, Barre pilotait des chasseurs Focke-Wulf FW-190, défendant le Reich contre les bombardements aériens intenses des bombardiers alliés. Le 22 avril 1944, il a abattu un bombardier américain B-24 Liberator, ce qui a porté son total à 200 victoires. Maintenant libéré de la tâche des accusations de lâcheté de Göring, Barre commandait bientôt à nouveau des unités de chasseurs alors que la guerre se prolongeait de plus en plus en faveur des Alliés. Compte tenu de son extraordinaire prouesse, il a été décidé que Barre devrait rejoindre les rangs des pilotes de Me 262 et en février 1945, il a reçu l'ordre de prendre le commandement de l'unité d'entraînement du type à Lechfeld. C'était la situation désespérée dans laquelle l'Allemagne se trouvait à l'époque. Ses instructeurs volaient souvent en mission de combat entre la formation de nouveaux pilotes, et Barre n'était pas une exception. Le 14 mars 1945, Barre a revendiqué son premier succès dans le chasseur à réaction, abattant un P-50 et un Mustang. 2 jours plus tard, il a revendiqué un Liberator, et 3 jours après cela, il a revendiqué un autre de chaque type lors de la même mission. Le 19 avril 1945, lors de 2 vols distincts dans le 262, il a détruit 3 bombardiers, B-26 maraudés. Mais à ce stade de la guerre, de telles victoires étaient vaines pour les Alliés, surclassés à la Luftwaffe de nombreuses fois. Moins de 4 jours plus tard, après des attaques répétées sur Lechfeld, Barre a été contraint de se déplacer à Münchenheim sous le commandement du charismatique Adolf Galland, qui avait lui-même abattu 5 avions alliés dans le 262 à ce moment-là. Barre et Galland étaient similaires à bien des égards, car tous deux méprisaient le leadership incompétent, et à ce titre, tous deux avaient ressenti la fureur au cours de leur carrière. Dans ces derniers jours désespérés, les pilotes ont fait la meilleure démonstration de leur carrière, tout en sachant qu'ils menaient une bataille finalement perdue. Pire encore, en plus des raids aériens répétés tentant de détruire leurs jets au sol, les pilotes du 262 ont également dû faire face à une force de chasse alliée numériquement supérieure, qui avait maintenant développé des tactiques spécifiquement pour les combattre. Leur préféré étant de les suivre jusqu'à leur base et de les abattre lorsqu'ils tentaient d'atterrir trop basses en carburant pour pouvoir se battre. Le 26 avril 1945, Galland est entré en combat contre une formation de bombardiers B-26 et de chasseurs P-47. Thunderbolt. Galland a abattu 2 B-26, mais a été surpris par un P-47 qui a gravement endommagé son jet et blessé son genou. Malgré cela, il a réussi à boiter jusqu'à la base, seulement pour découvrir qu'elle était attaquée par d'autres Thunderbolts, et il a écrasé son 262 sous un feu nourri. Hors de combat, Galland a mis Barre au commandement, sachant que la guerre n'était qu'à quelques jours de la fin, les Alliés se rapprochant rapidement. Entre le 27 et le 29 avril, Barre abattrait 3 autres P-47, portant son nombre total de victoires dans le 262 à 16. L'Allemagne s'effondrait maintenant, et depuis son lit d'hôpital, Galland a ordonné à Barre et à ses hommes de se rendre aux unités américaines à proximité. Il n'y avait aucun intérêt à jeter leur vie pour une cause perdue, après que Hitler se soit suicidé à Berlin le 30 avril. Cependant, des officiers nazis intransigeants voulaient que Barre continue jusqu'au bout, mais démontrant son mépris typique pour les officiers supérieurs indignes, il a refusé, ce qui a failli lui coûter la vie à la veille de la fin de la guerre. Le matin du 4 mai, Barre a prononcé un discours à ses hommes, les informant que leur guerre était terminée.
Ils ont immédiatement commencé à détruire leurs chasseurs à réaction autrefois vantés et beaucoup de leurs archives avant de se rendre l'après-midi et d'être faits prisonniers. Après la guerre, pendant longtemps, Barr, avec ses 16 victoires, a été reconnu comme l'as des pilotes de chasse à réaction ayant le plus haut score de la Seconde Guerre mondiale. Il a continué à voler en tant que civil jusque dans les années 1950, jusqu'à ce que le 18 avril 1957, il a été tué lorsqu'un avion qu'il testait n'a pas réussi à sortir d'un vrille plate. Heinrich Barr aurait continué à détenir le titre de l'as des pilotes de chasse à réaction ayant le plus haut score de la Seconde Guerre mondiale s'il n'y avait pas eu de recherches ultérieures sur la carrière d'un certain Kurt Welter. Né à Cologne le 25 février 1916, Welter était un individu extrêmement déterminé qui a gravi les échelons de la Luftwaffe, accomplissant diverses tâches, jusqu'à ce qu'il obtienne finalement ses ailes et soit employé comme instructeur à l'école de formation au vol de Quedlinburg. Cependant, cela ne suffisait pas pour Welter, qui a fait de nombreuses demandes pour être affecté à une unité de chasse opérationnelle. Ses supérieurs étaient initialement hésitants à le faire, reconnaissant qu'il était à la fois un pilote doué et un instructeur expert. En bref, quelqu'un qui pourrait mieux servir le Troisième Reich en transmettant ses compétences et ses connaissances à d'autres. Puis le 10 août 1943, il a été transféré à l'école de vol à l'aveugle d'Altenburg, où les nouveaux pilotes de la Luftwaffe apprenaient à voler et à combattre de nuit. Alors que la guerre aérienne de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée, de nombreux instructeurs des écoles se retrouvaient à effectuer des missions opérationnelles dans le but de perturber la campagne de bombardement alliée. Et ainsi, Welter a été autorisé à combattre, spécifiquement contre les raids nocturnes de la RAF. À ce stade de la guerre, les chasseurs de nuit étaient équipés de radars embarqués pour leur permettre de localiser et d'engager leurs proies, mais de tels équipements étaient en pénurie en Allemagne. Ainsi, les chasseurs de jour ont été employés à la place pour engager les bombardiers de la RAF qui avaient été éclairés par des projecteurs au sol dans une tactique connue sous le nom de Wild Itzau. Malgré l'entrave technique de l'absence de radar, le talent de Welter, sa vue perçante et son aptitude naturelle à la chasse ont fait exploser sa liste de victoires lors des opérations Wildsau. Lors de sa première mission en solo, on lui attribue l'abattage de 2 bombardiers lourds à 4 moteurs au-dessus de Hanovre, et il a répété ce succès lors de sa 3e mission opérationnelle, prouvant qu'il n'était pas seulement un oiseau de nuit. Il a aussi effectué plusieurs missions de jour contre le USAAF, abattant 2 chasseurs P-50 et un Mustang en une seule journée. On a même spéculé que Welter était responsable de l'abattage d'un Mosquito piloté par le Wing Commander Guy Gibson, l'homme qui a dirigé le raid des Dam Busters. Mais bien qu'il existe des preuves circonstancielles à l'appui de cette affirmation, elle n'a jamais été prouvée. Le 8 octobre 1944, il a reçu la croix de chevalier pour le destruction de 33 avions alliés, dont la majorité la nuit, mais Welter pensait qu'il pouvait faire encore mieux. L'officier déterminé et engagé de la Luftwaffe avait pour ambition d'introduire le 262 dans le combat nocturne. Avec des ressources si limitées, il y avait encore de nombreux problèmes concernant l'utilisation opérationnelle du chasseur à réaction que la Luftwaffe était en train de résoudre, et il a été confronté à beaucoup de scepticisme de la part de ses supérieurs et de ses subordonnés, mais il n'a pas été découragé. Le travail avait déjà commencé sur une variante de chasseur de nuit dédiée du 262 basée sur le nouvel entraîneur biplace développé, un projet considéré comme essentiel compte tenu des différences de caractéristiques de vol du jet par rapport au type à moteur à piston. Cependant, on a dit à Walter qu'il ne serait pas prêt avant des mois, si jamais. Mais bien sûr, étant un maître éprouvé des opérations de sanglier sauvage, il a soutenu qu'il pourrait commencer le combat de nuit de chasseur à réaction avec la version de base du chasseur de jour. Ayant déjà impressionné Hitler par ses performances, Welter a été envoyé à Lechfeld, où il a suivi une formation pour apprendre à piloter le 262 avant de commencer à assembler sa propre petite équipe pour faire fonctionner l'avion. À la recherche d'une piste adaptée, il a décidé de faire fonctionner ses 262S à partir d'un tronçon de l'autoroute de Brandebourg, l'une des nombreuses autoroutes construites à travers l'Allemagne avant la guerre. Cela avait l'avantage de ne pas être une cible immédiatement évidente pour les bombardiers alliés, comme un aérodrome à part entière, leur permettant d'opérer en grande partie sans être dérangés par les avions ennemis.
Les opérations ont commencé à la mi-décembre 1944, mais malheureusement, l'image exacte de cette époque est confuse, car diverses sources se contredisent. Certains prétendent que le 12 décembre 1944, il a réalisé le premier abattage nocturne par un 262 lorsqu'il a abattu un bombardier Lancaster de la RAF, tandis que d'autres rapports affirment que c'est lors de cette mission qu'il a abattu 4 moustiques de la RAF. La situation est encore plus confuse par la révélation il y avait une période de chevauchement où il continuait à piloter des chasseurs à moteur, à piston BF-109, pendant que son unité travaillait pour rendre le 262 opérationnel de toute façon. En 1945, le 262 était maintenant pleinement engagé dans la guerre nocturne contre les lourdes de la RAF et Velta utilisait ses compétences au maximum. Il le devait, car l'utilisation du chasseur à réaction, la nuit, présentait de nombreux nouveaux problèmes qui devaient être surmontés sur le terrain. Il a donc travaillé en étroite collaboration avec les commandants des projecteurs au sol et des artilleurs anti-aériens pour maximiser l'efficacité du jet dans le rôle de sanglier sauvage. Les projecteurs illuminèrent le ciel, se concentrant sur les traînées de condensation laissées par les bombardiers que Welter utilisait ensuite comme guide vers sa cible. Fonçant dans l'air nocturne à des vitesses souvent supérieures à 400 miles par heure, les artilleurs des bombardiers de la RAF n'avaient presque aucune chance de diriger leurs canons sur son chasseur. Malgré cela, Welter a eu plus que quelques situations périlleuses. Dans un incident, son avion a été endommagé lors d'un échange de tirs avec des bombardiers alliés, le forçant à se replier sur son terrain hors bande. N'arrivant pas tout à fait, il a tenté de faire un atterrissage forcé, mais son avion a dérapé sur le sol avant de s'arrêter dans un bois. Malgré la gravité du crash, il s'en est sorti sans une égratignure et volait dans un avion de remplacement la nuit suivante. En avril 1945, les premiers biplaces équipés de radars sont devenus opérationnels avec l'unité de Welter défendant Berlin. Ces derniers étaient équipés de radars FUG 218 Neptune 5 de la bande VHF moyenne. Cependant, des problèmes techniques avec le radar persistaient et les opérations de sangliers sauvages étaient la norme jusqu'à ce que l'unité soit forcée de se rendre aux Alliés avant la fin de la guerre. Le final de Welter. On pense que le score de guerre final de Welter est d'environ 59 avions dont au moins 20 ont été marqués dans le 262. Ces 20 sont des victoires confirmées dans l'analyse d'après-guerre, mais on rapporte que Welter lui-même aurait revendiqué au moins 6 supplémentaires. Il est difficile de comprendre pourquoi la carrière de Welter dans le 262 est restée presque totalement inaperçue pendant si longtemps. Mais quoi qu'il en soit, avec 20 victoires, il est l'as des jets ayant le plus haut score de la Seconde Guerre mondiale. Le 7 mars 1949, Kurt Welter attendait à un passage à niveau près de Lech, à la frontière dano-allemande, lorsqu'une bûche mal fixée est tombée d'un train en mouvement, le tuant. Et voilà les récits des plus grands as des jets de l'Allemagne nazie. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas de aimer cette vidéo et vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.